Avec le Trends Invest Challenge gratuit de Trends Tendance, tout le monde peut investir. Investissez 100 000 euros virtuels, gagnez 10 000 euros bien réels. Participez sur investchallenge.be. Merci de vous informer avec Trends Canal Z. Tout de suite, retrouvez Z sur 7, votre podcast quotidien. Nous sommes le vendredi 4 avril. Votre podcast aujourd'hui est écrit par Rémi Bernard et animé par Anne Marchand. Bonjour, ravi de vous compter parmi nos auditeurs aujourd'hui. Tout de suite, les titres de votre actualité économique. Vous n'avez pas pu passer à côté de la nouvelle. Donald Trump lance une véritable guerre économique mondiale. Les réactions n'ont pas tardé. Nous avons absolument besoin de diversifier nos flux d'exportation si les exportations vers les États-Unis s'avèrent plus compliquées. Un job day dédié aux anciens employés d'Audi Brussels a eu lieu à Bruxelles. Une opportunité pour tourner la page et se lancer vers un nouvel emploi. On a recensé plus de 5000 offres d'emploi qui correspondent au profil qu'on trouve chez Audi. Dans la suite de cet épisode, ne manquez pas l'enquête du Trends Tendance qui s'intéresse au financement de la défense par les banques belges. En fin de podcast, retrouvez également l'analyse boursière des récentes annonces de Trump. Z sur 7 à la une. Vous l'entendiez en introduction, la nouvelle est tombée. Le 9 avril, les produits européens exportés vers les États-Unis seront exaucés de 20% de droits de douane. Donald Trump lance une véritable guerre commerciale à l'échelle mondiale. L'impact sur l'économie reste difficile à mesurer, mais les entreprises belges et européennes se retrouvent d'ores et déjà impactées. Hélène Latzer est économiste à l'UC Louvain. C'est sûr que du point de vue des entreprises européennes, c'est pas une bonne nouvelle. Donc il va peut-être y avoir, sans parler de délocalisation, à plus court terme, éventuellement, des entreprises qui vont tellement mal qu'il peut y avoir des faillites liées éventuellement à des entreprises qui exportaient essentiellement vers les États-Unis et qui, sans ce client, ou en tout cas en voyant leur marge diminuer par rapport à sa destination d'exportation, ne sont plus viables. Les experts estiment que notre PIB pourrait reculer d'au moins 0,2%. Une baisse encore limitée grâce à l'exemption temporaire du secteur pharmaceutique qui représente à lui seul la moitié de nos exportations vers les États-Unis. La FEB redoute surtout les effets indirects de ces nouvelles taxes douanières, comme l'explique Olivier Joris. Nous exportons aussi indirectement beaucoup vers les États-Unis. Ce sont les composants, les produits semi-finis que nous exportons par exemple vers l'Allemagne, la France ou les Pays-Bas, qui sont nos principaux partenaires commerciaux, pour être ensuite assemblés dans ces pays et exportés comme produits finis vers les États-Unis. Et donc nous allons être touchés aussi indirectement si l'industrie allemande dans l'automobile par exemple exporte moins vers les États-Unis, eh bien la Belgique exportera moins de composants vers l'industrie allemande. L'emploi subira inévitablement des répercussions. Quant aux consommateurs belges, ils ne ressentiront pas immédiatement l'impact de ces taxes, mais une éventuelle riposte européenne pourrait bien modifier la donne. Hélène Latzer. Pour les consommateurs belges, à court terme, pas véritablement d'effet évident. Maintenant, c'est ce qu'a annoncé Ursula von der Leyen. L'UE réfléchit à des mesures de rétorsion. Si l'UE commence à appliquer aussi des tarifs en retour, ça va renchérir les prix de certains biens consommés par les consommateurs belges également. Et à plus long terme, si des entreprises décident effectivement de relocaliser des activités productives qui pour l'instant sont localisées sur le sol européen, a fortiori en Belgique, ça aura un impact sur l'emploi, bien évidemment. Il est pour l'instant impossible d'évaluer précisément les pertes à venir pour notre pays. Cependant, la Belgique doit agir sans tarder, diversifier ses exportations afin de limiter l'impact de cette nouvelle donne économique. Olivier Joris pour la FEB. Il va falloir maintenant trouver des marchés de substitution et c'est pour ça, selon nous, ces tensions commerciales accrues avec le 4e partenaire commercial de la Belgique doit inciter nos décideurs plus que jamais à négocier et soutenir de nouveaux accords commerciaux négociés par l'Union européenne, comme par exemple avec le Mercosur, comme par exemple avec l'Inde ou l'Australie. Nous avons absolument besoin de diversifier nos flux d'exportation si les exportations vers les États-Unis s'avèrent plus compliquées. Z sur 7 à la une.
Revenons à présent en Belgique avec une affaire dont vous avez beaucoup entendu parler, la faillite d'Audi Brussels. Les travailleurs licenciés rencontrent actuellement des employeurs dans l'espoir de retrouver un emploi. Le Job Day attire de nombreux candidats et entreprises rassemblés dans les allées de l'événement. Actiris, le Forum et le VDAB, en partenariat avec les grandes fédérations d'employeurs, ont uni leurs forces pour organiser cette journée dédiée à l'emploi. On écoute Christina Amboldi, directrice générale d'Actiris. Il faut savoir qu'il y a plus de 70 employeurs présents aujourd'hui au Job Day, plus de 2800 offres d'emploi. Alors ce matin, c'est vraiment pour les ex-travailleurs et pour les sous-traitants. Il va y en avoir plus ou moins 1300 qui se sont inscrits. Et l'après-midi, c'est ouvert aux chercheurs d'emploi bruxellois, wallons et flamands. Dès l'annonce de la fermeture de l'usine Audi, plusieurs entreprises se sont mobilisées pour recruter une partie du personnel. Certains profils particulièrement prisés dans l'industrie sont d'autant plus recherchés dans un contexte de pénurie de main-d'œuvre. Brieux Janssen de Warbeek, manager Agoria Brussels. On a recensé plus de 5000 offres d'emploi qui correspondent au profil qu'on trouve chez Audi. Alors si on regarde au niveau régional, on est à 1200 en Wallonie, à plus ou moins 980 à Bruxelles et plus de 2900 en Flandre, ce qui permettra aux travailleurs probablement de travailler plus proche de chez eux aussi. Les entreprises wallonnes ont fait le déplacement jusqu'à la capitale pour présenter leurs offres d'emploi, couvrant divers secteurs tels que l'industrie technologique, l'aéronautique, la santé et l'alimentation. Raymond Dierna, administratrice générale du Forum. Ici, 31 entreprises wallonnes sont représentées sur ce panel de 70 entreprises présentes au salon. Pourquoi ? Parce que dans les 2800 travailleurs licenciés d'Audi, il y en a plus de 1200 qui sont wallons. Voilà. Et donc, nos entreprises wallonnes sont à la recherche de ces profils-là et elles savent qu'une partie de ces travailleurs voudront chercher un boulot plus près de chez eux. En parallèle de ce salon, Audi finance des services d'outplacement. Ce service vise à aider les travailleurs licenciés à retrouver un nouvel emploi en leur offrant des conseils professionnels, des formations, un soutien dans la rédaction de leur CV ou encore la préparation aux entretiens. Une des mesures mises en place dans le cadre de la fermeture de l'usine. Peter Dor, porte-parole d'Audi Brussels, chiffre ce service. On a prévu un budget de 1,5 million pour des formations individuelles. Donc ça veut dire quelqu'un qui n'a pas déjà trouvé directement un job, il a la possibilité de suivre une formation qui est encore partiellement payée par nous. Après des années passées à bouder le domaine d'investissement de l'armement, c'est un grand retournement qui s'opère. Le secteur de la défense est désormais plébiscité des banques et de ses clients. Les conditions sont assouplies pour les investissements dans ce secteur. Après la banque Belfius, d'autres vont-elles suivre ? Olivier Mouton interroge Sébastien Buron, journaliste à Trends Tendance, auteur d'une enquête dans le magazine de cette semaine dont le titre est sans équivoque. Le réarmement dans le viseur des banques. Alors Sébastien, pour commencer, on a constaté que Belfius changeait un peu son fusil d'épaule. C'est-à-dire que on a connu Belfius qui était un peu dans le love et le woke. Maintenant, Belfius ne boude plus la défense. Tout à fait. On a un peu l'impression que la banque veut moins jouer la vertu que par le passé. Et donc, concrètement, ce qu'elle a décidé de faire, c'est de revoir ses critères, je dirais, de durabilité en matière d'armement et de défense. Et donc, elle a assoupli les critères qu'elle fixe pour octroyer des prêts bancaires aux entreprises qui sont actives dans ces secteurs. Donc elle a fait ça en début d'année et maintenant elle vient de revoir sa politique en matière de produits d'investissement destinés à ses clients. Donc ces clients fortunés et aisés, donc ce ne sont pas tous les clients de Belfius, vont pouvoir dorénavant acheter des produits dans lesquels il y a des actions du secteur de la défense et de l'armement. Ce n'était pas le cas auparavant. Parce qu'il y avait une demande. Oui, demande, ça c'est, je dirais, voire une pression. C'est le mot un peu politiquement correct pour dire qu'il y avait vraiment une pression, je pense, des clients qui voulaient acheter ce genre de titres qui flambent en bourse et donc peut-être c'était Rheinmetall qui nous est l'exemple. Et donc peut-être que certains ont menacé Belfius d'aller voir ailleurs pour pouvoir acheter ses produits, entre guillemets.
Et est-ce que Belfius est la seule? Ça veut dire, ou est-ce que c'est un courant qui va s'étendre à toutes les banques? Alors, pour le moment, le gros revirement, il est dans les grandes banques, il est seulement à constater chez Belfius. Mais toutes sont évidemment attentives à ce mouvement et à ces demandes de clients. Elles le disent ouvertement. Vous parlez dans l'article de BNP, de Deutsche Bank, d'ING, de Deutsche Bank, effectivement, qui sont bien conscients qu'elles ne peuvent pas rester immobiles face à tout ce qui se passe dans le monde et face justement à cet appétit des clients pour pouvoir investir dans des secteurs qui aujourd'hui rapportent beaucoup d'argent. Et c'est aussi une grosse opportunité parce que au niveau européen, on a annoncé le fameux plan Rearm Europe qui vaut ce que ça vaut, mais enfin on parle de 850 milliards. Tous les États sont en train de se mettre en ordre de marche pour aller vers 2% ou au-delà, donc il y a beaucoup d'argent disponible. Oui, effectivement, ce dont on vient de parler ici, c'est des produits que les banques, je dirais, adaptent et ouvrent à leur clientèle. Et puis alors, il y a tout le volet, effectivement, financement, c'est-à-dire octroi de crédits et de prêts bancaires aux entreprises qui sont actives dans le secteur de l'armement et de la défense. Et là, évidemment, vous l'avez dit, il y a un énorme besoin de financement et les banques ont une belle carte à jouer pour justement octroyer ces crédits aux entreprises, mais aussi à l'État qui va devoir se financer d'une manière ou d'une autre pour parce justement... que j'allais dire, il y a le fameux débat maintenant de budgétaire pour trouver, je crois que c'est 4 milliards cette année, exactement, puis de manière structurelle. Est-ce que ça veut dire que là aussi, les banques ont un rôle à jouer? Oui, elles ont un rôle à jouer dans le sens où elles pourraient, comme l'a dévoilé Jan Diambon pas plus tard qu'il y a quelques jours, la possibilité de devenir, je dirais, carrément investisseur dans le fonds défense. Puisque Jan Diambon imagine la création d'un fonds défense qui pourrait être alimenté par la vente de certains bijoux de famille, mais il imagine aussi pouvoir faire rentrer comme actionnaire dans ce holding, dans ce fonds défense, des investisseurs publics, mais aussi privés, qui pourraient être justement des banques. Donc, effectivement, elles ont une belle carte à jouer, à condition, je dirais, de ne pas rater le train. Oui, c'est ça. Donc, quand on voit, alors la vertu, elle était sans doute vertueuse à l'époque, parce que c'était on était à l'époque du défi climatique et de la transition et de la diversité, mais bon. C'est un peu le retour du balancier aujourd'hui. Voilà. Évidemment, quand les opportunités sont là, on ne les rate pas. On peut dire que le nerf de la guerre, ça reste l'argent. Les meilleurs experts boursiers vous proposent des analyses des marchés internationaux, des conseils avisés et les dernières tendances économiques. Z sur 7, expert boursier. Nous en parlions en début d'épisode, Donald Trump a enfin révélé sa nouvelle politique tarifaire. Cette annonce animait les marchés depuis quelques semaines et promettait de redessiner les relations commerciales des États-Unis. Tout de suite, détail des mesures phares annoncées par Trump. Personne n'a été épargné. Donc, toutes les exportations vers les États-Unis seront désormais soumises à un tarif minimum de 10%, et cela dès le 5 avril. Il y aura aussi des droits de douane additionnels qui seront appliqués sur des secteurs spécifiques tels que l'automobile ou encore l'acier et l'aluminium. Mais ça avait été déjà divulgué par l'administration il y a quelques jours. Et il y aura aussi des surtaxes sur certains pays. L'impact varie selon les pays car Trump ajuste les taux à sa guise, comme un chef jouant avec ses épices. Alors, parmi les premiers partenaires commerciaux, l'Europe écope de 20% de taxes. On a la Chine qui écope de 34%, qui s'ajoute aux 20%. Le Japon, c'est 24%. On notera aussi les 31% infligés sur la Suisse, le taux élevé en Inde, aussi de 28% ou 26%. La Corée du Sud, c'est 25%. Ce sont surtout les pays d'Asie du Sud-Est où les chaînes de production ont été délocalisées ces dernières années qui ont été le plus durement touchées. On a le Vietnam avec 44%, le Cambodge 49%. Donc, à première vue, ces mesures pourraient faire passer la moyenne pondérée effective des droits de douane américains de 2,5 à 20%, ce qui correspond aux 600 milliards de revenus annuels qui avaient été évoqués par la Maison-Blanche. Les réactions des marchés ne se sont pas fait attendre et les conséquences économiques vont suivre. Alors, tout d'abord, c'est vrai que l'annonce de Donald Trump est plus radicale que ce qui avait été anticipé, par le consensus, puisqu'on a des tarifs plus élevés et ils sont aussi plus étendus. Alors, au niveau économique, c'est vrai que le principal impact, ça devrait être une augmentation des prix, une augmentation de l'inflation pour le consommateur américain, donc une baisse de pouvoir d'achat. Or, justement, on en a souvent parlé, le consommateur, c'est vraiment le premier moteur de l'économie américaine. Et puis aussi, on a des entreprises
qui seront aussi touchées puisqu'il est peu vraisemblable qu'elles puissent vraiment répercuter l'intégralité des hausses des prix de production dans leurs produits finaux et donc là aussi des marges suppression. Alors au niveau des marchés, voilà, on a vraiment des actions qui s'ajustent vraiment à une nouvelle réalité, que ce soit en Asie, en Europe, aux États-Unis, avec les États-Unis qui sont un peu plus durement touchés. On a des marchés, le Nasdaq justement, qui est à moins 5% aujourd'hui. Et donc oui, aussi à noter, je pense qu'il est aussi important, c'est vraiment des rendements à court terme et à moyen terme et même à long terme qui baissent et donc qui favorisent aussi certains secteurs plus défensifs. Donc on a les télécoms, les utilities, mais aussi l'immobilier coté. Aussi, c'est important de dire qu'on est à nouvelle fois confronté à un choc d'offres qui touche les chaînes de valeur, qui vont évidemment toucher la dynamique d'inflation, de croissance. Mais ici, c'est une situation et c'est une bonne nouvelle puisqu'on a des actifs qui ne vont pas tous dans le même sens et c'est quelque chose d'un peu différent par rapport à ce qu'on a connu en 2022, vous savez, avec le choc Covid. Cette fois-ci, on a des marchés obligataires qui regardent un peu plus à moyen terme, qui justement se focalisent sur l'aspect plus déflationniste de ces tarifs. Et donc là, on a des taux d'intérêt qui baissent, des obligations de qualité qui prennent de la valeur. Donc pour les portefeuilles, ça veut dire que la diversification fonctionne et on a des obligations qui amortissent quelque peu quand même cette baisse des actions. Merci pour votre tour de l'actualité journalier. Merci à vous pour votre fidélité. Demain matin, nous serons de nouveau à votre écoute. Mais à quoi va servir cet épisode, Anne ? Z sur 7, c'est déjà terminé pour aujourd'hui. Ce samedi, retrouvez Jean-Pascal Ledoux et Hamid Faljaoui pour sa revue d'actualité de la semaine. Je vous souhaite une bonne fin de semaine. Votre soutien fait toute la différence. Merci d'être là, épisode après épisode. Salut, ici Warren Buffett et je vous invite à participer gratuitement au Trends Invest Challenge parce qu'avec Trends Tendance, plus rien ne vous retient d'investir. À moins d'avoir une excuse bidon comme celle de Valérie, j'ai plus d'argent à investir. Valérie, pas besoin d'argent. Vous recevez 100 000 euros d'argent virtuel pour vous lancer. 100 000 euros. Allons. Le Trends Invest Challenge de Trends Tendance. Investissez de l'argent virtuel, gagnez des prix bien réels. Participez sur investchallenge.be.